Bonjour à tous, on va s'intéresser dans cette vidéo à la fiabilisation d'une communication entre deux entités. Attention, je tiens à préciser que l'on ne va pas rentrer dans le détail. On va faire un bref tour d'horizon des mécanismes permettant de rendre fiable une communication. En fait, on s'intéresse à ces mécanismes dès le début du cours afin de pouvoir les situer lors de la modélisation des réseaux. Je vais donc présenter ici de manière succincte deux mécanismes essentiels. Le premier est la détection d'erreurs. Le second est le mécanisme de reprise sur erreur ou sur perte. Pour faire simple, on va voir comment un émetteur s'assure que le destinataire a bien reçu les données correctement. Notez que je ferai un point plus précis sur la durée du timer de retransmission. Notez également qu'on reviendra sur ces notions de manière plus détaillée plus tard dans le cours. Allez, c'est parti, on commence par la détection d'erreurs. Tout d'abord, rappelons que l'on a forcément au moins un média de transmission entre un émetteur et un destinataire. Je peux donner comme exemple de média de transmission le câble cuivre, la fibre optique, les ondes électromagnétiques. Sur ces médias de transmission vont circuler des grandeurs physiques qui sont sensibles aux perturbations extérieures. Ces perturbations peuvent donc provoquer des erreurs de transmission. Par exemple, si l'émetteur envoie un zéro logique sur le média, à cause d'une perturbation, le récepteur peut interpréter les signaux reçus comme un 1 logique et on a donc une erreur de transmission. Pour pallier à ces erreurs, l'émetteur va ajouter de l'information aux données envoyées. On dit qu'on ajoute de la redondance. Pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. On a donc ici deux machines A et B qui sont reliées par un réseau. Ce réseau peut être simplifié en le représentant par un simple média de transmission. Dans la réalité, il peut y avoir plusieurs équipements intermédiaires entre A et B, et donc plusieurs médias de transmission. Imaginons que A ait des données à transmettre, qui sont symbolisées ici. A va, à partir de ces données, va calculer une séquence de X bits notée ici C1. Pour calculer C1, A utilise un algorithme ou une formule spécifique. Comme exemple de formule de calcul, on peut citer le checksum, le CRC ou la parité. Au final, A envoie les données qui sont représentées ici, qu'on appelle aussi les données utiles. Ces données utiles vont être accompagnées, lors de l'envoi, de la séquence de X bits notée C1. B reçoit les données et C1. B calcule à partir des données reçues une séquence C2. Bien évidemment, B utilise le même algorithme que A pour calculer cette séquence. B compare ensuite C1 et C2. Est-ce que C1 égale C2? Si C1 égale à C2, alors B sait que la transmission s'est bien déroulée. Si par contre C1 est différent de C2, c'est qu'une ou plusieurs erreurs de transmission ont eu lieu. Donc voilà pour ce mécanisme, on sait maintenant vérifier qu'une transmission a bien eu lieu sans erreur. Dernier point avant de passer à la suite, notez que la qualité de la détection d'erreur dépend de deux paramètres. La qualité dépend de l'algorithme utilisé et de la taille de C1 par rapport à la taille des données utiles. Plus C1 est grand, plus on pourra détecter d'erreurs de transmission. On peut donc maintenant passer à la suite et s'intéresser à la reprise sur erreur ou sur perte. Le mécanisme de reprise sur erreur ou sur perte est un élément essentiel pour la fiabilité d'un échange. Deux situations peuvent poser problème. La première, on vient d'en parler, B reçoit des données émises par A, mais elles sont erronées. L'autre situation, les données émises ne sont même pas reçues par B. Par exemple, un équipement intermédiaire est tombé en panne entre la réception des données et leur retransmission. En réseau, lorsqu'un émetteur envoie des données, il veut être sûr que les données sont bien arrivées sans erreur. Comment va-t-on procéder? Grosso modo, on utilise le même principe que l'envoi de recommandé par la poste. À la réception d'une lettre, le destinataire renvoie un accusé de réception à l'émetteur. Donc le fonctionnement est le suivant. A envoie des données à B. Au moment de l'envoi, A va déclencher un timer. En français, on dit un compte à rebours. Lorsque B reçoit les données sans erreur, B envoie un accusé de réception à A. Cet accusé de réception sera par la suite appelé un ACK, ACK étant l'abréviation d'Acknowledgement, qui signifie en anglais accusé de réception.
Si B ne reçoit pas les données, ou si B reçoit des données mais qu'elles sont erronées, A ne recevra pas d'ACK. Au bout d'un certain temps, le timer armé par A, le compte à rebours armé par A va expirer et A renverra alors les données. Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. On a donc A et B. On va tracer un diagramme de connexion de l'échange. Notez que l'on a ici une représentation temporelle. On a le temps qui part, on va dire, de 0 et qui augmente sur cet axe. Donc A envoie des données, avec bien sûr la séquence notée C1 pour la correction d'erreur. Lors de l'envoi, A va armer son timer, qui est symbolisé ici par le sablier. Les pointillés vont symboliser, eux, la diminution du timer au fur et à mesure que le temps passe. Imaginons que les données sont bien reçues par B sans erreur. B envoie alors un accusé de réception. Lorsque A reçoit la CK, le timer n'a pas expiré, la machine A est sûre que les données ont bien été envoyées. A peut maintenant envoyer les données suivantes. Donc, elle envoie les données suivantes avec maintenant ici une séquence C2, parce que ce ne sont pas les mêmes données. Ici, on a data 2, tout à l'heure on avait data 1. Et au moment de l'envoi, A arme un nouveau timer. On voit ici que les données ne vont pas arriver jusqu'à B. On peut supposer par exemple qu'un équipement intermédiaire a été éteint lors de la réception et avant de renvoyer les données. Le timer ici sur A va expirer. Ici le timer expire. Comme A n'a pas reçu d'ACK pour ces données-là, A va renvoyer les données. Donc A renvoie les données. Donc on a ici les mêmes données qui sont renvoyées, data 2 qui est renvoyé, toujours avec C2. Au moment de l'envoi, A arme le timer classique, le même que précédemment. B reçoit maintenant les données, on va dire que la transmission se passe bien, et renvoie un ACK, et après A peut transmettre les données suivantes. Voilà, on vient de le voir, c'est un mécanisme relativement simple. Je l'ai déjà dit, on étudiera plus loin dans le cours que dans la réalité, le mécanisme utilisé et mis en place dans les protocoles est plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, on a uniquement besoin de comprendre le fonctionnement global. Je souhaite néanmoins attirer votre attention sur un paramètre important, la durée du timer de retransmission, qui a été symbolisé ici. Lorsque l'on envoie une lettre en recommandé, si on n'a pas reçu l'accusé de réception dans les 5 jours, on ne se fait pas de soucis. Par contre, après une dizaine de jours sans avoir reçu d'accusé de réception, on commence à s'interroger et au bout de 15 jours, on renvoie le courrier. Le principe est un peu le même ici pour dimensionner ce timer de retransmission. Sauf que cette intervention qui se fait naturellement pour un humain doit être faite par un algorithme. Et donc, on va s'intéresser dans la diapo suivante au dimensionnement du timer de retransmission. On s'intéresse donc à la durée de ce timer de retransmission. Pourquoi est-ce important? Si la durée du timer est trop courte, le timer va expirer avant que l'ACK ait eu le temps d'arriver à A. A renverra des données alors qu'elles ont potentiellement été bien reçues par B. On aura donc des retransmissions qui sont inutiles. Si par contre la durée du timer est trop longue, en cas de perte ou d'erreur, B va attendre longtemps avant qu'A retransmette les données. On aura alors une transmission peu efficace et un débit utile faible. La durée du timer de retransmission va dépendre de la latence. Je vais un petit peu rappeler brièvement ce qu'est la latence pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. La latence est la durée entre le début de l'envoi d'un message par A et sa réception complète par B. La latence dépend entre autres du temps de propagation du signal sur le média. Elle dépend également d'autres paramètres dont on parlera plus tard. Mais pour simplifier, en première approximation, on va dire que la latence dépend uniquement du temps de propagation. Ce temps de propagation dépend, lui, de la vitesse de propagation du média sur le signal et de la longueur du média de transmission. Quelques valeurs typiques de vitesse de propagation. Dans une fibre, la lumière se propage à environ 0,6 fois c, c étant la vitesse de la lumière dans le vide, 3 10 puissance 8 mètres par seconde.
Dans une paire torsadée, la tension se propage à 0,7 fois c, donc toujours pareil avec c, la vitesse de la lumière dans le vide. Pour que ce soit plus clair, visualisons la latence sur un diagramme de connexion. A envoie les données. La latence va être la durée entre le premier bit du message émis par A jusqu'à la réception complète du message par B. Donc ici, la latence est représentée sur ce diagramme de connexion par cette durée ici. B va envoyer un ACK pour accuser réception du message envoyé par A. Et pareillement, on peut définir la latence par la durée entre l'envoi du premier bit de l'ACK jusqu'à la réception de l'ACK complètement par B. En première approximation, on peut dire que la latence pour l'envoi des données est égale à la latence pour l'envoi de l'ACK. Ce n'est pas tout à fait vrai, on verra un peu plus tard, on affinera ces valeurs. On peut définir également la latence aller-retour, qu'on appelle Round Trip Time, ou qu'on abrège aussi par RTT. Le RTT vaut 2 fois la latence dans un seul sens. Maintenant que la latence est bien définie, revenons à nos moutons, c'est-à-dire la durée du timer de retransmission. On a dit ici donc la durée de ce timer. Si on regarde sur le schéma directement, ça saute aux yeux. Comment on choisit cette durée? On pourrait se dire dans un premier temps, grosso modo, lorsque j'envoie des données, je dois recevoir un ACK au bout de RTT secondes. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Et vous savez que les mondes parfaits, ça n'existe pas. La latence peut varier. La latence peut varier principalement, par exemple, parce qu'il peut y avoir des congestions dans le réseau, ou parce que le temps de traitement dans les organes intermédiaires, par exemple les commutateurs ou les routeurs qui sont dans le réseau, peut varier, ou même le temps de traitement au niveau du destinataire B peut varier. Et donc dans ce cadre-là, si on a pris comme durée de timer exactement la valeur du RTT, il y a de fortes chances pour que l'ACK arrive trop tard et que A ait déjà renvoyé les données. Il faut donc prendre pour la valeur du timer de retransmission une valeur un petit peu plus grande que le RTT. Donc ici, c'est quand on répond à la question, comment choisir la durée du timer de retransmission? On dit dans un premier abord, on pourrait dire que c'est la durée de retransmission, la durée du timer de retransmission devrait être égale à RTT, mais dans ce cadre-là, on a dit qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Combien? Il faut prendre un peu plus grand que RTT, la durée du timer peut être un peu plus grande que RTT. Généralement, on prend comme durée de timer 2 fois RTT. On finalise par un petit exemple. Donc ici, on a notre latence aller-retour. On a pris ici 2 fois la latence aller-retour. Et donc, imaginons que A envoie des données, A arme son timer, les données sont perdues. Et quand est-ce que A va-t-elle réémettre les données? Et bien, le timer va expirer au bout de 2 RTT. Et à ce moment-là, A va retransmettre les données. 2 ou 3 petits points avant de terminer. On a vu que la durée du timer de retransmission dépend de la latence. On a également vu que la latence dépend du média, de la distance physique entre A et B et d'autres paramètres. On peut donc dire que la durée du timer de retransmission n'est pas un paramètre fixé une bonne fois pour toutes. La durée varie en fonction des normes réseau et des protocoles. Dernière remarque, on verra par la suite qu'un échange de données entre deux applications informatiques met en œuvre successivement plusieurs protocoles. De manière individuelle, tous ces protocoles n'implémentent pas obligatoirement de mécanisme de fiabilité. Parfois, la fiabilité est directement codée dans l'application. Parfois même, dans certains cas, l'application n'a pas besoin d'avoir un échange fiable.